Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à questionner nos invités via nos réseaux sociaux. Ce soir, j'accueillerai deux membres du Cercle des dirigeants d'Annecy, le cercle d'affaires fondé à Genève il y a de ça plus de 25 ans déjà. Nous vous présenterons ensuite la deuxième édition du salon Solucir qui est actuellement en pleine préparation avec son organisatrice qui sera sur ce plateau. Enfin, nous parlerons environnement avec le festival Aliment Terre qui a débuté mi-octobre partout en France et même à l'international. Focus ce soir sur notre futur via ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence comme chaque soir avec les titres de l'actu. Et c'est Fanette ce soir qui est aux commandes. Bonsoir Fanette. Salut Manu, cette semaine c'est un patchwork de présentateurs JT. Oui mais c'est ça qui est bien, on ne s'embête jamais, ça se renouvelle tout le temps. Et puis au titre de l'actu, ce soir justement le savoir-faire au Savoyard au service des géants de l'Internet. Voilà, tu sais certainement mieux que moi que l'informatique quantique c'est l'un des enjeux des géants Internet. Si, t'aimes bien ce genre de truc? Oui, Donc, ça devient en compliqué. gros, c'est l'informatique de demain, si j'ai bien compris. Ils ont réussi à calculer en 3 minutes et 20 secondes ce qu'il aurait fait d'habitude, il aurait fallu 10 000 ans. Donc de 10 000 ans à 3 minutes, il y a un peu d'enjeu. C'est Google qui a réussi cette performance grâce notamment à une pièce conçue et fabriquée à Saint-Joire chez SET. Donc Jean-Paul Crespi leur a rendu une petite visite. Cocorico, ce sera pour tout à l'heure. Et puis une coproduction franco-suisse. Voilà, 4 théâtres, celui de Chambéry, celui d'Annecy et 2 théâtres genevois se sont réunis au sein d'une structure qui s'appelle PEPS pour Performance Européenne. Plateforme européenne de performance scénique. Et donc, ils ont présenté ce projet-là, tu m'as perturbé, cette semaine à Genève. Et donc, voilà, on fera le point coopération transfrontalière culturelle. C'est dans une demi-heure, à 18h. Voilà, et précise. on va essayer d'être... plus clair? Ouais, j'en attends pas moins, j'espère bien, s'il te plaît. On se retrouve tout à l'heure, je te laisse finir de te présenter et tout de suite j'accueille nos premiers invités. Julie Huguet, fondatrice et PDG de Coworkies, elle est accompagnée de Mélissa Latuca, membre du club des dirigeants d'Annecy. Merci à toutes les deux d'être là. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors justement, vous venez pour nous présenter ce club des dirigeants d'Annecy. Un club qui est historique quand même, qui a été fondé à Genève il y a plus de 25 ans. Et qui finalement fait sa place dans une sphère beaucoup plus grande que celle de juste Genève, puisqu'aujourd'hui il y a une antenne annécienne. Expliquez-moi déjà un petit peu le concept de ce club d'affaires. Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est un club déjà bien ancré, qui a été fondé il y a 25 ans à Genève par 150 dirigeants. Il est aujourd'hui présidé par Enza Testaegui, qui est une brillante femme d'affaires, qui est notamment la créatrice du journal L'Extension. Okay. Voilà, et donc le club des dirigeants, donc c'est un club d'affaires qui réunit actuellement 700 membres et il est ouvert à tous. Donc ça peut être des dirigeants, des artisans, des consultants. Concrètement, le but c'est quoi? C'est de mettre en commun finalement des connaissances, des fonds, puisque quand même qui dit entrepreneur dit pouvoir d'investissement aussi. C'est pour faire des projets ensemble, c'est pour mieux se connaître. Comment ça marche, c'est quoi le but? Alors effectivement, donc le cercle des dirigeants d'entreprise, il a plusieurs vocations, mais la première, c'est effectivement le partage de connaissances et de savoir. On part du principe qu'il n'y a pas d'école de l'entrepreneuriat. Quand on est dirigeant, on apprend sur le terrain et on a chacun notre propre expérience. Donc l'objectif en fait du cercle, c'est d'organiser des événements qui peuvent être des petits déjeuners. Donc on a par exemple des matinales sur le thème du growth hacking avec la French Tech. On va retrouver des matinales avec des rencontres de politiciens. On va également avoir des déjeuners sur le thème en fait des midis connectés, donc comment le digital transforme certains secteurs d'activité avec des personnes qui sont les mieux placées pour en parler. Et on va avoir des soirées sur les thématiques esprit d'entreprendre, donc lors desquelles on va retrouver une conférence donc sur un thème particulier, mais également des pitchs d'entrepreneurs membres du réseau, donc 5 en général, qui ont 5 minutes pour présenter leur activité. Et dans ces événements, il y a un temps également de réseautage.
Donc nous, par exemple, lorsqu'on va ouvrir l'antenne annécienne, on va commencer avec les soirées Esprit d'entreprendre. On va accueillir donc pour notre première soirée d'ouverture le 5 décembre Michael Marin, donc, qui va faire une conférence sur les coulisses du festival d'animation, puisqu'on voit toujours le festival, la semaine qui regroupe un peu tous les experts des films d'animation, mais on ne sait pas du tout quel est l'historique de ce festival, comment il s'est construit, comment il s'est réinventé. Et c'est ça qu'il va venir partager avec nous. Et l'idée, c'est toujours d'avoir comme ça des personnes qui apportent finalement soit une compétence, soit un partage d'expérience qu'on n'a pas finalement en dehors et dans la vie de tous les jours. Ouais. On a l'impression que pour un chef d'entreprise, pour un dirigeant, il y a quand même un réseau qui va avec. Si on s'est établi ici, c'est que forcément, à la base, il y a des gens qui nous ont fait confiance, des savoir-faire, etc. Aujourd'hui, c'est nécessaire ou c'est une plus-value d'avoir un cercle comme celui-ci et mettre justement en réseautage, comme vous le disiez ? C'est nécessaire pour un entrepreneur. On se sent malgré tout souvent seul quand on est entrepreneur. On est nous-mêmes entrepreneurs. On a monté une start-up il y a 3 ans. Et on a besoin en permanence d'apprendre au contact des gens, de trouver des clients aussi. Donc ça aide. Ce réseau d'entrepreneurs aide aussi à développer en permanence nos réseaux nous-mêmes de clients. Donc ce sont des moments qui sont essentiels dans la vie d'un entrepreneur. Ok, alors justement aujourd'hui il y a de plus en plus de membres, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y a un plafond quelque part? Est-ce que plus on est, mieux on est? Comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est un peu l'économie du savoir, c'est la politique du cercle des dirigeants. Plus on a de connaissances à partager, et bien mieux on se porte. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières non plus, comme nous le prouve ce cercle, puisque c'est un cercle à la base qui est vraiment genevois et qui dans ses membres compte énormément de Français. On est vraiment dans une région frontalière, donc c'est essentiel, l'économie, que ce soit d'un côté ou de l'autre, se fait au-delà des frontières. Donc le cercle s'étend maintenant dans de nombreuses villes. On le retrouve à Neuchâtel, à Lausanne, à Lyon bientôt, à Annecy, donc à partir du mois de décembre. Et c'est un des avantages du cercle également, c'est que lorsqu'on est membre, on est membre partout. Donc quand un entrepreneur est amené à se déplacer régulièrement, donc il peut aller assister dans les événements qu'il découvrira un petit peu partout où le cercle se sera développé. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réseaux d'entrepreneurs de la sorte qui se créent, alors qu'ils sont déjà créés depuis quelques années parfois. On pense à la BNI, le cercle des jeunes dirigeants d'entreprise, le réseau Entreprendre. Plus récemment, il y a le réseau des fondus au niveau ultra-local en Haute-Savoie. Ça fait un de plus. Comment on se confond finalement dans tout ce nombre de cercles? Est-ce qu'il y a des plus-values? Est-ce que concrètement, qu'est-ce qui fait choisir votre réseau plutôt qu'un autre? Comme on l'a évoqué auparavant, c'est vrai que c'est un cercle donc, qui permet aux membres, aussi bien du côté de la frontière suisse que française, de pouvoir se mélanger pour partager des événements. Donc on fait déjà partie d'une communauté globale. Donc ça, c'est déjà un gros point fort. Et puis ensuite, donc c'est un cercle déjà bien établi, 700 membres, avec des intervenants de qualité. Donc qu'on ne voit pas forcément des têtes d'affiche qui se présentent pas forcément tous les jours dans des réseaux. Et puis on a des formats différents qui peuvent s'adapter donc à tous les dirigeants selon leurs emplois du temps. Donc on parlait des petits déjeuners, des déjeuners, des soirées. Et puis je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est assez complet. C'est un cercle qui, aussi, à la différence de certains cercles, n'oblige pas du tout à faire du business. Donc, on fait du business par plaisir parce qu'on arrive à créer des liens d'affinité dans les différents événements. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le business se fait de toute manière, de manière très naturelle. Donc, c'est un atout, mais c'est en aucun cas une obligation. Là où parfois, dans certains cercles, c'est vraiment l'objet du cercle. Là, c'est vraiment partager sa connaissance, partager son savoir, sortir de la solitude, rencontrer des gens qui ont des choses à nous apprendre, leur en apprendre aussi, et voilà, ressortir grandi. Si on veut vous rejoindre, il y a une adresse, il y a une façon de faire, un dossier de candidature. Comment ça se passe? Alors effectivement, donc voilà, on peut nous contacter directement et on se fera un plaisir donc d'échanger. Et puis il y a juste un petit bulletin d'adhésion à compléter avec une cotisation annuelle. Les événements sont ouverts à tous, donc on n'est pas obligé d'adhérer immédiatement. On peut venir assister à un événement, voir si ça nous convient et ensuite devenir membre. Il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires pour les dirigeants, non, etc. Pas du tout, c'est vraiment ouvert à tous. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, Merci, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Bon courage pour le lancement de cette antenne annécienne. Merci beaucoup. Puis, à bientôt. On est à se revoir. À bientôt. Je vous laisse repartir direction la régie pour accueillir notre prochaine invitée, Sonia Razafindra-Nali est avec nous. Bonsoir. Une des organisatrices du salon Solucir, si je ne dis pas de bêtises.
Dans l'équipe projet. Bon, je veux froisser personne. Non, on parle de la deuxième édition qui est en préparation puisque ce sera au printemps 2020. C'est le rendez-vous pour trouver les solutions pour mieux produire, consommer et recycler en Pays de Savoie. C'est tout un programme, mais j'ai l'impression que de plus en plus aujourd'hui, on a une multiplicité d'événements qui font des constats de ce qui ne va pas dans notre société. Aujourd'hui, vous essayez de prendre un petit peu la relève et d'apporter les solutions, d'aller un cran plus loin finalement. Oui, c'est absolument l'idée. L'idée, c'est vraiment de fédérer les acteurs du territoire qui proposent... Je crois qu'on a un petit souci de micro, soit hop, hop, hop. Si vous le remettez, c'est parfait. Est-ce que là, ça va? Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Super, désolé. Excusez-moi. Donc oui, l'idée, c'est de fédérer les acteurs du territoire en Pays de Savoie qui proposent des solutions très concrètes pour pouvoir vraiment se mettre en marche sur une transition vers l'économie de demain. Donc effectivement, c'est un salon très concret qui présentera plus d'une centaine de solutions locales. Voilà, donc... Alors justement, c'est un salon qui est quand même destiné aux professionnels en un premier lieu? Absolument. Ce salon, il est destiné aux entreprises, mais il est aussi destiné aux étudiants, aux associations et au grand public. Alors, et également, il y aura de nombreuses conférences, il y aura des débats, de nombreux invités. C'est un gros programme et pendant un petit moment d'ailleurs. Absolument. Donc le salon se tiendra sur 2 jours et il est organisé autour de 4 axes principaux. L'idée, c'est vraiment d'inspirer à travers des conférences et des pré-conférences qu'on fait en amont du salon, avec des solutions et des exposants, à travers aussi une soirée de réseautage et puis aussi des ateliers sur place qui seront proposés pour entrer concrètement dans les solutions. Alors, je lisais en regardant un petit peu le site internet que vous êtes là finalement pour déclencher le déclic. J'aime beaucoup cette expression puisque ça a une notion d'action vraiment d'instantané. Aujourd'hui, c'est ce qui manque selon vous finalement? Oui, très certainement. C'est vraiment provoquer le déclic pour passer à l'action et puis aussi c'est se rendre compte que finalement il y a un vrai tissu d'acteurs sur le territoire, qu'on est nombreux et qu'ensemble en fait c'est comme un énorme puzzle et l'idée c'est que chacun ait une partie de ce puzzle-là et quand on se retrouve, et ben voilà, le puzzle s'assemble et finalement on peut enclencher quelque chose pour changer. Alors si celui-ci commence au printemps 2020, les événements eux commencent bien en amont. D'ailleurs demain, 8 novembre à Aix-les-Bains, on rentre dans l'ambiance avec une conférence de Jean-François Caron, le maire de Lous-en-Goël dans le Pas-de-Calais, qui est d'ailleurs notre invité par Skype qu'on voit sur ces images. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on le disait, vous êtes du coup le maire d'une ville pilote de développement durable, labellisée Ville Durable depuis 2014. L'exemple de votre commune peut et va sûrement inspirer d'autres municipalités, d'autres collectivités. C'est un petit peu dans ce sens que vous intervenez à Aix-les-Bains, à ce que j'ai compris. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les gens qui m'ont invité. Moi, je n'ai pas de recette, si vous voulez. Par contre, une expérience de 25 ans d'action dans un territoire qui a subi l'arrêt du charbon, donc qui a été confronté de fait à la transition, parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a un retour d'expérience qui est intéressant et surtout, il y a des résultats dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, de l'habitat, dans le domaine de l'économie, de l'implication des habitants. Enfin, il y a des résultats qui font système, si vous voulez, et qui peuvent inspirer, et en tout cas qui peuvent démontrer que c'est possible, à partir d'une ville, d'engager vraiment une transition. Alors justement, vous le disiez il y a quelques instants, la participation habitante a été l'un des points clés finalement de cette transition. Aujourd'hui, finalement, toutes les solutions pour vous se trouvent dans le tissu local. Il n'y a pas forcément besoin de chercher beaucoup plus loin. Alors, ce serait bien si c'était comme ça. Je pense que le local permet d'être en proximité des habitants, permet d'attraper les questions économiques, sociales, environnementales ensemble, de faire système. Parce qu'en fait, notre problème, c'est qu'on est à la fin d'un modèle de développement qui a été prédateur et qui a consommé énormément, qui a rejeté énormément. Et on n'y répondra que par une logique de société et de nouveaux modèles. Donc, il faut que la société soit présente. Et l'action locale, elle est extrêmement riche de ce point de vue-là, parce que les habitants se mobilisent, c'est pour leur ville, c'est pour leurs enfants, etc. Par contre, il ne faudrait pas laisser croire que ça ne nécessite pas quand même des ajustements au niveau national. Mais là, c'est du discours plus politique, je n'ai pas de problème à le tenir, mais il faut les deux, si vous voulez. On est dans un cadre aujourd'hui mondialisé, sur lequel, par exemple, la TVA, si demain la TVA est à 100% sur les produits fossiles, c'est-à-dire non renouvelables,
et à 0% sur les produits renouvelables, ça va immédiatement déclencher à l'échelle de la France et du monde un changement de comportement d'achat. Donc l'action locale est très importante. Il ne faut pas oublier que quand même on a besoin de législation, de réglementation et d'une action de rang national et international. Merci beaucoup Jean-François Caron pour ces quelques mots en direct. On le rappelle, vous serez demain soir à Aix-les-Bains pour une conférence justement dans le cadre des premiers événements de ce salon Solucir. J'imagine qu'il y aura également d'autres porteurs de solutions concrètes qui vont être invités comme ça. Oui, absolument. Donc l'idée, c'est de continuer ces conférences en amont du salon. On espère avoir d'autres invités inspirants comme Monsieur Jean-François Caron. Donc on est en train de mettre en place tout ça. Puis on va continuer aussi les dîners Solucir qui sont destinés essentiellement aux entreprises des Pays de Savoie. Et puis d'autres événements avec nos partenaires qui sont les collectivités Grand Annecy, Grand Lac, Grand Chambéry et Terre de Savoie-Rumilly. Il y a déjà un gros maillage actif justement sur ces questions de transition écologique, de mieux consommer, mieux recycler. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine, dans notre territoire. Oui, absolument. Et puis surtout, l'idée, c'est aussi de dépasser cette idée de l'entre-soi, parce que l'économie circulaire, peut-être que ça parle pas forcément à tout le monde. Donc là, vraiment, l'idée, c'est aussi d'aller toucher d'autres entreprises et un autre public et finalement de porter le sujet au cœur des débats et vraiment dans l'actualité au quotidien, quoi. C'est toujours pas le cas aujourd'hui ? Je pense que ça peut l'être encore plus. On revient justement en 2020, c'est en préparation, il reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à caler, ou on arrive petit à petit au détail? Et petit à petit ça se fait, et puis surtout c'est la force d'un réseau, c'est la force des synergies de nos partenaires. Donc voilà, c'est pas que 2 jours de salon, c'est vraiment une dynamique pour entraîner avec nous énormément d'acteurs et puis de la création de liens, parce que c'est ce qui est la vraie particularité de Solucir, c'est qu'il y a un vrai lien qui se crée avec les différentes personnes et acteurs de ce réseau-là. C'est une 2e édition, mais le rendez-vous est d'ores et déjà pérenne. Oui, absolument. On l'espère en tout cas. La 2e édition, elle sera plus ambitieuse et puis on espère qu'elle va continuer et qu'elle va semer d'autres graines. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler, notamment à l'occasion du salon. Merci beaucoup Sonia d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite bonne continuation. Merci. Et puis j'accueille tout de suite nos prochains invités. Anthony Perrin est accompagné de Céline Fournier pour parler du festival alimentaire qui a commencé partout en France et même à l'international depuis quelques semaines. Merci à tous les deux d'être là et de prendre quelques minutes. Merci à vous de nous accueillir. Alors, on le disait, initié dans un cinéma parisien en 2007, l'événement est aujourd'hui devenu totalement international sur l'alimentation durable et solidaire. Et chaque année, entre le 15 octobre et le 30 novembre, il y a énormément de projections. Au niveau local aussi, on a sauté sur l'occasion, j'ai envie de dire, de finalement fédérer encore un petit peu plus. On vient de le voir avec nos invités précédents. Aujourd'hui, la mise en réseau, le maillage territorial, il est important et il fallait finalement que la Savoie et la Haute-Savoie jouent leur rôle là-dedans. Donc ça s'est fait logiquement, l'installation du festival alimentaire sur les Pays de Savoie. Alors je pense qu'on peut remercier le travail de Pays de Savoie Solidaire qui fait un travail remarquable d'information auprès des collectivités, auprès des organismes agricoles, de formation, etc., sur l'existence de ce festival, ce qui nous permet à nous d'intégrer dans un festival qui est un peu plus global, qui est le Festival des Solidarités. Et c'est très intéressant pour nous parce que la thématique de l'alimentation durable et solidaire nous intéresse en tant que collectivité territoriale, donc c'est vraiment des sujets d'actualité. Et ça nous permet d'avoir des supports d'échange, ça permet d'ouvrir le débat, de faire de l'éveil de conscience sur les thématiques de la consommation responsable. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a plus de 1000 événements qui sont organisés dans 600 communes, 8 documentaires à l'affiche notamment. Alors j'imagine que vous ne faisiez pas forcément partie du comité de sélection, mais c'est des documentaires qui ont vraiment un message fort, chacun vraiment ciblé. On parle notamment de la place des femmes, notamment de l'importance de la mobilisation citoyenne ou encore du levier qu'est la restauration collective pour consommer local. C'est des thèmes qu'on aborde déjà depuis pas mal d'années, mais qui aujourd'hui sont plus que jamais d'actualité. Oui, tout à fait. Et on a la chance cette année, en fait, sur le territoire de la Savoie, d'accueillir un chargé de mission sénégalais qui a justement participé au film sur les restaurations scolaires à Dakar. Et donc c'est aussi une chance pour nos territoires d'avoir, en plus de ces projections, un intervenant qui va pouvoir parler et évoquer comment lui, il a participé à la réalisation de ces documentaires, quitte à confronter ça aux projets locaux qui sont en train de se monter
sur nos territoires. Alors justement, c'était ma prochaine question, vous me coupez l'herbe sous le pied. Est-ce qu'il y a des modèles, des exemples, des idées à prendre au jour de la mondialisation dans d'autres pays, sur d'autres modèles, alors que finalement, on le répète assez régulièrement, les problématiques qu'on connaît aujourd'hui dans nos pays de Savoie sont quand même relativement exceptionnelles au sens large du terme. Alors, moi, je pense que l'intérêt de ce festival, c'est quand même le regard croisé de nos pratiques, des pratiques des pays du Sud. Et on se rend compte dans ce cadre-là que les pays du Sud ne sont pas en retard sur les pratiques de l'agroécologie. Ils sont en avance sur certaines thématiques parce qu'ils ont été confrontés avant nous à l'accaparement des terres. Ils sont confrontés avant nous au changement climatique, à la difficulté de cultiver, à l'agriculture vivrière. Et en fait, ce qu'on propose, ce n'est pas un regard critique sur notre consommation. Ce n'est pas seulement un regard critique, c'est aussi comment on peut s'apprendre les uns les autres. Comment on peut avoir un regard croisé sur notre agriculture et sur l'agriculture des pays du Sud. Et c'est pour ça qu'il y a le Mode Servolex, qui est un territoire à dominante agricole. On a beaucoup d'exploitations. On souhaitait diffuser le film Burkinabé Bounty parce qu'en fait, c'est l'agroécologie au Burkina Faso. Donc c'est de faire vraiment un parallèle entre nos pratiques et ces pratiques qui sont mises en œuvre dans ces pays-là. Et c'est le regard croisé qui est intéressant, en fait. Alors aujourd'hui, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, c'est plus que jamais d'actualité du coup? Oui, parce que manger et consommer, c'est un engagement citoyen à l'heure actuelle, c'est évident. Alors ça, justement, vous essayez de le faire comprendre au plus grand nombre et notamment à pas mal de scolaires. Il y a pas mal d'opérations qui sont lancées à travers les différents établissements, à Cran-Gevrier, mais aussi à l'ISETA. Céline, vous me disiez? Oui, exactement. Moi, je suis aussi enseignante, donc je suis surtout citoyenne pour organiser des événements, parce que c'est aussi l'avantage de ce festival, c'est que tout le monde peut se l'approprier. C'est-à-dire que demain, vous avez envie d'y participer, Pays de Savoie Solidaire vous met à disposition les moyens pour pouvoir organiser des projections. Et donc, par exemple, quand on est enseignant, c'est un très bon outil de communication qu'on peut utiliser au sein de nos programmes, puisque c'est des enjeux finalement qui font partie de tous nos programmes, qu'on soit en lycée agricole, en lycée général. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, que ce soit en géographie, en histoire, en économie, on en parle. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce festival, il est pour tout le monde, quoi. Qu'on soit étudiant, on va dire, du collège, j'ai envie de dire jusqu'à la maison de retraite, on peut l'utiliser. Donc, et les belles images font que ça permet d'interpeller. Ça aide. Et ça aide énormément. Ça aide. En fait. Aujourd'hui, le message, il commence à passer, selon vous. Les gens et qui plus est, les jeunes publics commencent vraiment à l'enjeu de ces problématiques? Alors l'enjeu, c'est de ne pas rester dans un public confidentiel, de ne pas rester entre nous. D'où l'importance de communiquer, d'où moi je suis très content que vous nous receviez aujourd'hui pour en parler parce que ça fait partie des moyens de diffuser l'information et de faire que les gens viennent à nos animations parce que ce sont des animations grand public. Et ça, il faut bien le garder en tête, c'est des animations grand public qui apportent à chacun un nouveau regard. Au-delà du festival alimentaire, nous, on travaille aussi sur le festival Migrants Scène, donc on va avoir aussi une projection sur l'accueil digne des migrants. Donc c'est le moyen pour nous, cette visibilité médiatique, de faire venir du public sur nos animations, parce qu'elles parleront à tout le monde. En fait. Alors j'ai calculé qu'il y avait à peu près une vingtaine de projections à la fois en Haute-Savoie et en Haute-Savoie. Comment on choisit les lieux? C'est les municipalités qui vous approchent ou c'est vous qui essayez de construire un maillage territorial en fonction des zones culturelles, des outils culturels que vous avez dans la région? Je pense que ça va dépendre des personnes, parce que là, vous avez le bon exemple. C'est que moi, d'un côté, je suis enseignante, je m'en sers dans mes cours, mais avant tout, on est citoyen, donc moi, je suis sur le territoire d'Albertville, et tout le monde peut se l'emparer. Donc après, aussi bien les élus, les techniciens en collectivité, que le simple citoyen qui peut aller voir une année une projection, puis se dit l'année suivante, moi, dans mon village, j'ai envie d'interpeller mon voisin, il n'y a pas de souci. Les films, ils sont pour la majorité quasiment gratuits pour la diffusion, sur une période donnée, mais après, on est tout à fait libre et c'est ça qui est vraiment une belle expérience. Prenez 10 chaises, mettez un vidéoprojecteur, un grand écran, vous diffusez un film du festival alimentaire. Et c'est parti. Voilà. Simplicité, un bon esprit. Tout à fait. Alors, notamment, j'ai noté un événement, c'est à École en Bauges, donc au centre du massif des Bauges, le 14 novembre prochain. Il y a la projection du documentaire « Faut-il arrêter de manger les animaux ?» dans un des cœurs de la chasse de nos départements. Est-ce qu'il y a un message fort, une volonté d'interpeller, de faire débat? C'est aussi l'un des enjeux de ce festival? La volonté de faire débat, c'est sûr, en tout cas, mais c'est une volonté la volonté de débattre, simplement. En fait, ce n'est pas un message qui s'impose comme c'est une vérité, il faut arrêter de manger de la viande, parce que les avis sont extrêmement multiples sur ce point-là, parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont extrêmement forts, des exploitations qui dépendent de ça. Mais l'enjeu, là, est d'ouvrir le débat et de mettre en confrontation des idées. Et c'est le rôle de ce documentaire, en fait. Donc, mais qui est un sujet de société actuel. Extrêmement important.
Donc c'est d'ores et déjà gagné. C'est pour ça qu'il y a du succès. Vous verrez que sur la programmation, c'est un documentaire. Nous, on n'a pas choisi, mais c'est un documentaire sur le Festival alimentaire en Savoie, dans les Savoies, qui est extrêmement plébiscité. Parce que compréhensible par tout le monde, en fait. Ouais, c'est aussi ça l'enjeu. C'est vraiment le... Voilà. On n'est pas sur des choses forcément très techniques, mais justement ouvert à tous. Après, faut-il arrêter de manger de la viande ? Non, mais qu'est-ce qu'on mange comme viande ? Voilà, en fait, ça va aller creuser dans le débat. Quelle viande, quel mode d'élevage, quelle fréquence, voilà, c'est toutes ces questions-là. En fait, c'est cash, mais ça va attirer les gens, je pense. Oui, c'est vendeur, en tout cas, juste au niveau du titre. Alors justement, vous le savez peut-être, cette année, on fait réagir des invités à des articles de nos confrères. Aujourd'hui, j'ai choisi un article de l'un, si vous le voulez bien, de nos confrères du Progrès, qui s'est fendu d'un article sur le dernier coup de com' de Yann Arthus Bertrand, qui, dans le cadre d'une campagne de financement pour sa fondation Good Planet, a organisé une vente aux enchères un peu particulière parmi la quarantaine de lots. Les mécènes aventureux pourront s'offrir 2 heures de ring avec le champion olympique de boxe Brahim Asloum, 2 heures de cours de dessin avec Plantu ou encore un déjeuner avec l'architecte Renzo Piano et même un autographe du pape ou le must pour moi, 48 heures avec le PGHM de Chamonix. Alors à vos chéquiers. C'est une deuxième édition. Des opérations comme celle-ci, finalement, ça va dans le sens du climat parce que c'est sur une fondation, mais qu'est-ce que ça vous évoque ? Il y a un peu une mondanisation du côté climat, est-ce que ça surfe sur une vague, c'est un peu greenwashing, qu'est-ce que... Bon, après, ça surfe sur la vague, à mon avis, du mode de financement. C'est des modes de financement qui sont assez d'actualité, voilà. Après, est-ce que ce mode de financement ne permet pas au grand public aussi de se poser des questions et de participer à un financement alors qu'ils en seraient peut-être psychologiquement assez éloignés ? C'est-à-dire, je vais avoir mon stage de boxe avec Brahim Asloum, je vais donner de l'argent pour ça, mais en même temps, je vais m'intéresser à pourquoi je donne de l'argent. Est-ce que c'est aussi un pont pour attirer le grand public sur ces thématiques-là ? En tout cas, c'est un moyen de financement. Après, il ne faut pas, c'est sûr, que le moyen desserve le message. Quel que soit le moyen, justement, tant que ça va un peu dans le bon sens... Il ne faudrait pas proposer 5 heures d'hélicoptère pour avoir des sous, voilà, dans le cadre de ce projet-là, quoi. Voilà. Céline, ça vous évoque ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte que tout le monde peut participer au financement. Et je pense que pendant longtemps, il y avait des actions de mécénat qui étaient réservées finalement qu'à une classe de la population. Et c'est aussi intéressant parce que ça peut aussi éveiller certaines personnes. Alors peut-être qu'ils ne participeront pas à cela parce qu'ils ne se sentiront pas concernés, mais quand ils vont entendre parler d'autres actions de financement participatif, ça pourra les interpeller. Voire ils pourront y penser pour leur propre projet. Et ça qui peut être une belle opportunité aussi. Ça peut être une belle opportunité, c'est un beau message. Je vous garde encore une petite seconde, le temps d'être totalement complet avec une deuxième revue de presse. Et oui, car comme chaque année, on a commencé la période pendant laquelle nos confrères de la presse nationale débutent leur grand classement des stations de ski et on commence à faire donc mousser les domaines skiables. Et si dans quelques semaines vous serez tout simplement inondé de ce genre d'actu, aujourd'hui c'est le magazine Géo qui a entamé le bal avec un classement mondial des plus beaux endroits où skier cet hiver. Et à grand renfort de photos tellement photoshopées qu'on en doute de leur réalité, je vous annonce en détour que l'endroit où il faut aller skier cette année, c'est en Nouvelle-Zélande. Et oui, ou alors à Courchevel, deuxième du classement, ou à Whistler au Canada qui complète le podium. Oui, un classement compétié par le Japon, Zermatt, Aspen, Zolden, Cerro Catedral en Argentine, Cortina d'Ampezzo en Italie et Valto, 10e du classement. Un classement sans trop se mouiller, qui est destiné plus à des skieurs aisés. Je continue à être déçu de ne pas avoir Mont-Saxonnet, la Sambuie ou des petites stations comme ça dans les pages de nos confrères de la presse nationale. Mais c'est bien dommage, un jour je lancerai le mien de top. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bon courage pour la suite et pour la fin de votre festival. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après une page de pub, car c'est l'heure du JT présenté par Fanette de Buisson. A tout de suite.